chers compatriotes d'Algérie, chères sœurs et frères d'Algérie, chères sœurs et frères d'Afrique, une autre fois, je vous salue, je vous salue. Salut. Après avoir fait la lecture de cette lettre que j'ai envoyée aujourd'hui même à la présidence de la Commission africaine, de la Commission de l'Union africaine et au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le portugais Antonio Guterres, pour information, je vais essayer de donner quelques explications, quelques éclaircissements. Mais avant de le faire, je tiens d'abord à préciser certaines conditions de travail. Donc, avec cette pandémie, je réside à Cornwall, c'est en Ontario, hein, une province du Canada. Donc, actuellement, c'est en Ontario, personnellement, hein, le stress, en quelque sorte une dépression m'a pris après plus d'une année maintenant d'état d'urgence, d'état d'alerte, etc. et de la propagation de la pandémie. Ce jour même, des experts de la santé au niveau provincial, gouvernement provincial, ils ont annoncé que cette troisième vague sera plus dure, plus ravageuse que la première et deuxième vague. Bon, chacun est libre de penser ce qu'il veut du système d'information canadien lié à la pandémie, mais l'isolement me tue. L'isolement me tue au sens qu'il nous est interdit de quitter la province de l'Ontario. Si tu la quittes, il faut, au retour en Ontario, il faudra subir une mise en quarantaine. Donc, je ne peux pas aller rendre visite à mes intimes à Montréal, au Québec, qui est juste à côté, 7 heures de transport, 7 heures de route. Il m'est impossible, alors là, venir en Algérie, alors que j'ai hâte de venir en Algérie pour voir les miens, voir ma patrie de naissance, visiter bien sûr certains villages, Ouagnoul, ou village de naissance et de résidence de mon diamant. Hein. Maintenant, vous connaissez tous son surnom, c'est la jarre. Ça fait maintenant presque 3 ans depuis que nous ne sommes pas vus. C'est très, très, très douloureux. Donc, quand il dit Cornwall, c'est de la Charre. Cornwall, c'est dans le sud-est de l'Ontario, pas loin de la frontière des États-Unis. C'est de la Charre. C'est une appellation que j'adore, que je l'adore. Mais, même si je l'adore, elle me dérange. Pourquoi elle me dérange? Parce que c'est le nom d'un village qu'il m'est impossible de donner à un village d'Algérie, à un village d'Afrique. Sidnachar, c'est une invention, je dirais tout simplement géniale, de l'écrivain algérien Mehdi Acharchour. En disant Cornwall Sidnachar, je pense à Yokna Pataufa, cette autre invention de William Faulkner. Donc, Mehdi Acharchour, un petit peu nous a dérangé, me dérange,
en me faisant aimer de l'achat et en m'empêchant de le donner à un village, bon par exemple, mais par contre je peux le donner à n'importe quel village d'Autriche, à ce village d'Autriche où habite un autre frère avec qui nous avons eu quelques étincelles, bon très bénignes, hein, très bénignes, très bénignes. J'ai envie de donner le nom du village, le nom de Sidnacha au village de résidence de Aziz. Voilà un petit peu pour une précision. J'ai découvert avec une immense joie, un immense plaisir, les animateurs d'une page dédiée au village natal de ma mère, Ima, Azraloul. Qui croirait, qui croirait que ce village, ces animateurs surtout, hein, les femmes et les hommes qui animent cette délicieuse page sur Azraloul sur Facebook. Azraloul, donc c'est le village natal de Yima. Et aussi, ben, Inside. J'ai cité Azrou dans mon modeste ouvrage, Nouvelles d'une humanité déchirée avant qu'elle ne change et quelques effets chars publiés en France en début 2017. 2017, à Azraloul, j'ai eu probablement, non pas probablement, certainement, des moments les plus délicieux de ma vie. Et Azraloul, je le dis comme ça, le dernier de mes rêves à Azraloul a été avec la personne qu'actuellement que j'aime plus que ma personne, si on peut dire ainsi. Voilà. Avec la personne, cette personne, bien sûr, elle se déplace beaucoup. Elle est partie en Ouganda, elle est partie en Belgique. Et actuellement, elle est en Algérie, à Ouagnoun exactement. Donc, je commence. Il est très difficile de rédiger un texte avec un langage diplomatique. Oui, je ne dirais pas que j'assume. Je suis responsable des mots que j'ai utilisés. Je suis responsable des mots que j'ai utilisés, tels que trahison, tels que complicité, tels que forfaiture, etc. etc. Donc, dans la partie les droits de l'homme et de la nature en Afrique, et dit que la Bolivie s'est appropriée ses ressources naturelles avec une loi dite sur loi sur la terre-mer. Cette loi sur la terre-mer est l'une des causes principales de tout le processus de déstabilisation de la Bolivie. J'ai travaillé sur la Bolivie. Il n'y a pas assez longtemps, j'ai découvert que la Nouvelle-Zélande et l'Inde ont donné le statut de personne humaine aux grands singes et non humaines aux dauphins. Par contre, en Afrique, est-ce que nous sommes meilleurs ou égaux aux dauphins et aux singes? C'est la question que j'ai posée à l'Union africaine, du moins au président de la commission de l'Union africaine et aux dirigeants des États membres de l'Union africaine. Dans un paragraphe, vous allez entendre dans ce domaine, celui des droits de l'homme et de leurs violations, plus que tous les autres pays membres de l'Union africaine, l'Algérie est la cible. C'est pas dans une explication de 10 minutes, 10-15 minutes qu'on peut expliquer tout ça. Hein. Il y a des corpus juridiques internationaux, il y a des procédures internationales, il y a des règlements internationaux et il y a des règles d'organisation
de ce qu'on appelle les examens UPUA, examens périodiques universels, organisés par le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Le HCDH a connu une ancienne appellation, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, etc. Bon, les changements de nom sont très importants, sont très lourds, hein, c'est des jeux de puissance entre des rapports de force entre les pays membres, hein, les pays membres et surtout les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, et en tête desquels il y a les États-Unis d'Amérique. Pour les États-Unis d'Amérique, les droits de l'homme tels que définis par l'ONU sont inférieurs à leur déclaration du citoyen et des libertés, hein, américaine de 1789. Donc, même s'ils ont été rédigés aux États-Unis, à San Francisco et adoptés juste à Paris, hein, juste c'est l'adoption des droits de l'homme, de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui s'est faite à Paris. Hein. Le groupe a été dirigé, le groupe de travail, c'est Madeleine Eleanor Roosevelt. Donc la France est absente de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais par contre il y avait un Égyptien, un Libanais, un Bolivien, des Polonais, un Russe, un Chinois dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, bon, ça fait quelques jours, 2 semaines, 3 semaines, un boucan a été fait après, suite à la déclaration accolée au Commissariat des droits de l'homme à Genève, en cadre. J'ai qualifié ces déclarations de nauséeuses et nauséabondes. D'abord, ce n'est pas la commissaire aux droits de l'homme, Madame Bachelot. Pardon, pas Bachelot là. Michelle Bachelet, l'ancienne présidente du Chili qui est actuellement la dirigeante du HCDH, de l'ONU. Hein. Ce n'est pas elle-même qui a fait la déclaration, parce que si c'était elle-même qui avait fait la déclaration, elle se serait retrouvée dans l'eau chaude. Ce n'est même pas la porte-parole du HCDH qui a fait la déclaration. C'est un agent ordinaire qui s'est présenté comme étant fonctionnaire, oui, effectivement, du Haut Commissariat aux droits de l'homme à Genève. Oui, c'est un fonctionnaire du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU à Genève. Mais il n'est ni le porte-parole, ni le porte-parole du porte-parole, de la porte-parole, ni le porte-parole de la commissaire elle-même. Hein? Donc c'est un jeu très très hypocrite, hein? Très très hypocrite. Cette hypocrisie, on la voit, il faut l'associer à la condamnation de la violation des droits humains du Parlement européen et à la violation encore à Joseph Borrell qui a remis une couche sur la violation des droits de l'homme en Algérie. Bon, bien sûr, nous avons réagi, nous avons défié le Parlement européen, nous avons envoyé un message à Joseph Borrell. Non, maintenant, ces derniers jours, en Algérie, et c'est la même chose dans certains pays africains, que j'évite de citer parce que je n'ai pas envie de faire des mélanges, vous voyez la corrélation entre l'accélération des investissements, des partenariats, des ententes, des accords entre l'Algérie et l'Union européenne, alors que ça fait 2 semaines qu'ils nous ont condamnés. Mais par contre, c'est un défi gentil, hein, je vous défie de trouver une déclaration du président Emmanuel Macron ou de n'importe quel chef d'État de l'Union européenne qui condamne l'Algérie sur les droits de l'homme. Je vous défie de trouver une déclaration d'Emmanuel Macron, de Angela Merkel, qui cite nommément la présidence de la République de l'Algérie ou l'état-major de l'armée algérienne pour les condamner. Je vous défie. Donc en Algérie, à chaque fois que l'Europe obtient plus d'opportunités économiques, les droits économiques et sociaux des Algériens sont tirés vers le bas et ces droits civils et politiques
demeure dans le statu quo, ou même il diminue. Il diminue. Donc il faut faire attention à ce genre de déclarations qui sont amplifiées par des journalistes, par certains blogueurs à deux balles là, qui ne connaissent pas le fonctionnement et le rouage de la gradation, de l'interpellation, dénonciation, condamnation et sanction. Tant qu'il n'y a pas une sanction, tout ce qui vient avant est important, certes, c'est important, mais s'il n'y a pas de sanction, c'est plus un décorum. C'est plus un décorum, sans plus, pour d'autres enjeux. D'autres enjeux. À celle-ci, à cette déclaration, à cette prétendue condamnation de la violation des droits de l'homme en Algérie, bien sûr, ils sont violés globalement et dans le détail. Et nous l'avons dit, bien sûr. Je rappelle tout juste une déclaration qui a eu lieu juste avant le G5 Sahel de N'Djamena. G5 Sahel de N'Djamena, dominé outrageusement par Emmanuel Macron, qui a donné ses ordres. Pour Emmanuel Macron, qui n'a jamais condamné la violation des droits de l'homme en Afrique et dans ses colonies en Afrique, alors qu'il fait tout un plat avec la Russie et la Chine. Dans la Chine, si vous avez remarqué, vis-à-vis de la Chine, il condamne des personnes physiques. Il ne condamne jamais l'État chinois. Parce que l'État chinois va les broyer. Et il les a déjà broyés. Bon. Donc, dans la même typologie, juste avant le sommet du G5 Sahel en N'Djamena, il y a eu la déclaration, je dis bien, la déclaration du porte-parole français du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a été faite en français. C'est le porte-parole français de nationalité française, qui est du secrétaire général des Nations Unies, qui a parlé en français, qui a parlé vaguement de la MINUSMA. La MINUSMA, c'est la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Pour l'histoire de MINUSMA, peacekeeping, peacebuilding, peacemaking, je les connais beaucoup plus en anglais qu'en français, là, mais vous allez trouver dans une explication des actions de Hussein Ahmed à l'international la signification de tous ces concepts et comment il est difficile de les imbriquer juridiquement, économiquement et financièrement. Voilà, il a donc le porte-parole français du secrétaire général des Nations Unies a parlé en français et il a fait la jonction approximative entre la MINUSMA et les forces du G5 Sahel en parlant de la force intégrée. Dans la force intégrée, c'est une gymnastique. C'est un tour de passe-passe, comme il se pratique au niveau international, dans les relations internationales, pour contourner l'actuel blocage du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, quand on fait c'est un sujet que j'ai traité, que vous pouvez voir dans une explication et dans un texte qui est publié. Après, je vais vous mettre des liens sur ma page Facebook et bien sûr, je vais bombarder comme d'habitude l'Union africaine, l'UNOA et tout ça, la BCAO, etc., etc., etc. Voilà. Donc, un amalgame, hein, condamnation des droits de l'homme, de la violation des droits de l'homme en Algérie. Est-ce que vous avez entendu parler de la condamnation de la violation des droits de l'homme dans tous les autres pays colonisés par la France ou bien plus simplement par tous les pays qui utilisent le franc CFA? Le président Emmanuel Macron, dans ses propres mots, il les appelle ses amis. Là,
Maintenant, dans le cas de l'Algérie, donc, ces derniers jours, vous voyez la corrélation, plutôt pas la corrélation, la causalité entre certaines condamnations par l'Union européenne et les bénéfices qu'elle tire dans la sauvage prédation de l'Algérie et de toute l'économie française en Afrique. Bon, donc avec le processus. Maintenant, les conflits et paix en Afrique. Conflit et paix, c'est un titre qui doit vous penser au chapitre 6 et 7 de la Charte des Nations Unies, qui sont plus connus sous le nom de paix et sécurité. Paix et sécurité. Là, c'est un peu plus complexe parce que mes compatriotes d'Algérie sont branchés plutôt à la presse, les journaux francophones ou arabophones, plus les télévisions françaises. Les télévisions françaises, personnellement, je n'ai pas de télévision depuis 10 ans, mais il m'arrive d'entendre quelques extraits comme ça. Quand, par exemple, je vois, quand je sais que c'est Pascal Boniface de Léris qui va parler, je préfère me boucher les oreilles. Je préfère me boucher les oreilles que d'entendre Pascal Boniface parler, moi qui l'ai entendu 2 ou 3 fois. Voilà. Quels sont les processus de dislocation que les compatriotes algériens ou les autres compatriotes africains ne voient pas dans les autres pays, hein? Le processus qui a un point commun avec l'Algérie, c'est ce qui se passe au Cameroun. La déstabilisation du Cameroun a été posée sous un langue linguistique, anglophone et francophone. Les anglophones ne veulent parler qu'en anglais, étudier en anglais, et veulent prendre leur indépendance du Cameroun. Ils veulent un Cameroun anglophone. Voilà. Le Nigeria, c'est beaucoup plus complexe encore, beaucoup plus enchevêtré, hein. Vous avez le nord du Nigeria, vous avez le nord du Nigeria avec le nord du Nigeria qui veut prendre son indépendance, c'est les musulmans. Le sud du Nigeria, la moitié sud, c'est les chrétiens et les animistes. Vous avez des enjeux de richesse naturelle et il y a toute une zone avec Bénin et Nigeria. Le Nigeria et le Bénin, il y a des raffineries de pétrole clandestines. Voilà, le Nigeria. Le Soudan, ben c'est tout, du moins vous êtes tous au courant qu'elle a été explosée en deux pays, et il ne finit pas encore de trinquer, même s'il a été explosé en 2 pays, même si les 2 pays sont reconnus internationalement, etc. Ce qui se passe, c'est que dans le Soudan, dans la partie nord, le Soudan du Nord, là, vous avez l'ancien ministre des Finances de l'économie de la France, l'ancien directeur général du FMI, Dominique Strauss-Kahn, qui se reconvertit en investisseur dans les banques au Soudan. Voilà. Ça, c'est pour vous dire un petit peu comment ça joue. Et c'est pas terminé au Soudan, là. Hein. Soudan, la Libye, ils peuvent pérorer, les politiques peuvent pérorer jusqu'à l'an 10 000. Le processus de de la Libye est lancé. Il peut rester comme ça, en état végétatif, en dormance, pendant 10-15 ans, comme le cas du Soudan. Le cas du Soudan, la partition, elle a duré une trentaine d'années. Le processus de partition a duré une trentaine d'années. La Libye, l'Est, l'Ouest et le Sud, c'est acté. La France a officiellement lancé la partition du Mali en Nord et Sud. C'est pour cette raison qu'à la fin du document, nous avons parlé
de la préparation de camps de réfugiés dans les oasis du désert commun en Algérie, au Mali, au Niger est conforme. Ici, j'ai une version incomplète, hein, il manque 2 ou 3 phrases. La préparation de camps des réfugiés conforme aux normes dites de CWEGR, Cluster Working Group for Early Recovery. Early recovery, c'est relèvement précoce. C'est-à-dire relever un pays d'une manière rapide. Groupe, c'est le groupe de travail, groupe sur le relèvement précoce. Et cluster working group, c'est le groupe de travail sur le cluster du relèvement précoce. Hein. CWGEA, Cluster Working Group for Early Recovery, ce sont des normes définies par un think tank anglais, hein, London, qui a été bien sûr adopté par l'ONU. Les exemples les plus connus sont, du moins sur lesquels j'ai travaillé, c'est plutôt en Palestine. Hein. Gaza et Bethléem. Gaza, je suis sûr, pour la deuxième ville, je ne sais plus, je ne suis pas sûr si c'est Bethléem, Bethléem. Dans un programme, c'est le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Dans une autre ville, c'est Oxfam, qui a travaillé sur le relèvement précoce. Bon. Maintenant, le cas, dans le paragraphe, la dislocation et soumission des États africains, le cas de l'Algérie. La réaction des populations de mes compatriotes de la vallée de la Soumam, de Béjaïa, Kharata, et la réaction de la Haute-Kabylie, la région de Tizi Ouzou, mérite respect et un chapeau bas. Je pense qu'elles ont compris le pourquoi elles ont été mises en ébullition à un certain temps. Donc, je le dis et je le répète. C'est en 2017 que je devais donner un cours sur ces histoires de déstabilisation, etc. Ici, du moins, une conférence à Montréal sur la déstabilisation des pays africains. Égypte, Tunisie, Maroc, etc. Et c'est en 2017, moi qui ai pris le cours à l'Université de Montréal en 2011 sur les printemps arabes, sur les horreurs, l'horreur qui attendait les pays arabes. C'est un truc que nous avons étudié en cours, magistralement, etc. Bien sûr, dans cette lettre, qu'on appelle plutôt basée sur une analyse positive. C'est-à-dire une analyse positive, c'est-à-dire on prend des faits et on les réplique. On dit, voilà, voici ce qui se fait, voilà ce qui doit se faire. Ce n'est pas une analyse normative ou théorique. Une analyse normative, elle demandera un livre de 800 pages. Donc, la déstabilisation de l'Algérie, elle a subi le processus inverse à l'Égypte et à la Tunisie. Pour l'Algérie, il y a eu une première modification de la Constitution, il y a eu une deuxième modification de la Constitution. Je me suis adressé à des agitateurs algériens. Bien sûr, ils se reconnaîtront. Je les défie de me répondre. Mais maintenant, chapeau bas à mes compatriotes algériens qui doivent être je l'ai dit dans cette lettre, qui doivent être l'exemple pour les autres nations africaines qui sont soumises aux mêmes pressions.
mes compatriotes algériens qui sont en train de résister dans la dignité, dans cette bravoure. Chapeau bas. Je sais que nous souffrons tous, mais j'espère venir le plus tôt possible en Algérie pour expliquer publiquement ça. Donc, actuellement, même si l'État algérien, les journalistes algériens n'en parlent pas, la guerre Algérie, Mali et Niger est lancée. Et elle est là. Et chapeau bas aux soldats algériens avec qui toute l'Algérie doit être solidaire, qui sont en train de souffrir aux frontières. C'est pour cette raison que les Algériens doivent continuer à les aider, à se sacrifier pour eux et à leur dire leurs amours. Plutôt, leur dire leur amour des soldats algériens. J'ai fait mon service militaire en Algérie de 84 à 86. J'ai vu ce qui s'est passé. Maintenant, dans le chapitre l'Union africaine, l'économie et la monnaie. Bien sûr, vous ne pouvez pas aller dans une lettre de 4 pages. De 4 pages dans tous les détails. Dans le détail. En 2013, ça concerne directement l'Algérie. Parce qu'il y a une grosse pression sur l'Algérie, une menace sur l'Algérie qui pourrait être transformée en opportunité avec un peu d'intelligence. Un peu d'intelligence. Bien sûr, je vais continuer à aider ma patrie. Parce qu'actuellement, que ce soit au niveau de l'état-major de l'armée ou de la présidence, il y a trop d'incompétents. On ne règle pas une solution à un problème hyper complexe après avoir dormi une nuit. C'est depuis 2010 que je m'intéresse, que je suis ce qui se passe pour l'Algérie, en Afrique, que ce soit en économie internationale ou en coopération internationale. Donc, le projet Afrique 2063, je l'ai dit, et je le répète, dans de précédentes interventions, est un projet imposé par les États-Unis d'Amérique. Le projet de la zone de libre-échange continentale africaine que vous entendez, ZLECAf, il y a un aspect que je n'ai pas dit dans cette lettre, bien sûr, parce que je ne peux pas aller donner tous les détails. Il y a un processus de ratification. La ratification, vous avez par exemple 50 États, et on dit qu'un texte est ratifié, entre en vigueur s'il est ratifié par 2 tiers et plus. Actuellement, là, je l'ai est ratifié, je pense, par 2 ou 3 États. Donc, pour entrer en vigueur, il faudra encore. Mais ça, ils vont imposer l'accélération de la ratification. Et quand l'Algérie ratifie, les autres vont suivre. Hein, parce que l'Algérie est vraiment le gros morceau. Hein, il est vraiment ça remonte à l'histoire des années 40, hein, au moins ça, des années 40 avec la France. Et les années 50 et le travail qu'a fait essentiellement Hussein Hamed et Abad Randa. Donc, dans les libre-échange, le premier problème en Algérie, il se pose, c'est le trafic du franc CFA dans le sud. Je n'ai jamais mis les pieds dans le sud de l'Algérie. Mais de par les chiffres et certaines analyses prénormatives, on le déduit. Ben, vous pouvez les voir. Il est porté par la théorie du Big Push. Hein. Big Push, c'est financial drowning. C'est la noyade financière. C'est-à-dire, on vous met beaucoup d'argent, vous allez vous noyer dans l'argent, vous allez suffoquer, vous allez créer de l'inflation et vous serez dans une situation pire. C'est ce qui se passe actuellement en Algérie, là. Hein. Ça, je ne parle pas de problèmes monétaires et financiers en Algérie. Je les ai ressassés plus de 20 fois et c'est en 2015 que nous avons projeté ce qui se passe actuellement. Ce qui fait mal le plus, c'est l'émission de billets à l'effigie de révolutionnaires
de 2000 dinars. Alors qu'un billet tous les billets de 200 dinars et plus sont la marque de l'inflation. Sont la marque de l'inflation. C'est le Big Push, c'est Jeffrey D. Sachs et Joseph Stiglitz qui l'ont rendu célèbre. Quand vous voyez le projet d'Afrique 2063, ils ont complètement, ils n'ont pas parlé de monnaie, ils n'ont pas parlé de ressources naturelles, ils ont montré que la démographie est un problème. La démographie africaine est une solution pour l'Afrique. La démographie est un problème pour l'Europe et l'Amérique du Nord. Nous le répétons, la démographie est un problème pour l'Europe de l'Ouest, l'Europe en général, et l'Amérique du Nord. C'est une aubaine et solution pour l'Afrique. Avec la zone de libre-échange continentale africaine, c'est toute la problématique de l'Organisation mondiale du commerce et des accords dits du GATT, G-A-T-T-E, General Agreement on Tariff Trade, qui va se poser. Cette problématique, je l'ai abordée rapidement en 2013, quand mon opale, mon diamant, ma jarre, qui était à l'époque en Ouganda, m'a demandé de faire cette conférence, cette présentation à Montréal. Bon, je ne vais pas revenir dans le détail de ce qu'on appelle la préférence nationale, la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires. Mais par contre, je reviens sur le statut de la nation la plus favorisée. Comme son nom l'indique, le statut de la nation la plus favorisée est un statut. C'est-à-dire il faut que tu remplisses certaines conditions pour en bénéficier de ce statut. Et à l'époque, en 2013, j'ai donné l'exemple de l'Algérie et Israël pour le statut de la nation la plus favorisée. Est-ce qu'en accédant à l'OMC, l'Algérie va accorder le statut de la nation la plus favorisée à Israël? Et est-ce qu'en accédant à l'OMC, l'Algérie bénéficiera du statut de la nation la plus favorisée de la part d'Israël? C'est très complexe. Je préfère juste rester à ce niveau-là, du moins dans cette explication. Maintenant, il va se reposer cette problématique qu'il est assez facile de transformer en opportunité. C'est une pression qui peut aller vers soit une menace internationale vis-à-vis de l'Algérie ou une opportunité pour l'Algérie. Ça dépend comment est-ce qu'on la gère, ça dépend comment elle est managée. Tout dépend de son management. Parce que ça apporte des négociations internationales très dures, c'est des chiffres qu'il faudra manipuler, etc. Il y a actuellement la normalisation avec Israël qui se pose. Donc vous avez les histoires de la zone de libre-échange, accord de l'OMC, du GATT, plus normalisation avec Israël. Vous mettez tout ça dans un même sac et il faut aller le négocier dans des réunions marathon avec les Américains, les Français, les Anglais, etc., etc. Et à savoir maintenant quelle sera la position de la Chine et de la Russie dans ce problème. Pour ça, dans le projet Afrique 2063 et de la zone de libre-échange continentale, il y a une organisation rattachée à l'Union africaine qui s'appelle l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Comme par hasard, même s'il est juste secrétaire permanent. Que veut dire cette expression secrétaire permanent? Quelles sont les attributions d'un secrétaire permanent? Je n'ai absolument aucune idée. C'est M. Emmanuel Sibidi Daronkoum. Le hasard fait que je connais cette personne. Je connais Emmanuel Daronkoum. C'est lui qui m'a enseigné le droit international des affaires à HEC Montréal.
Bon, il y a eu un petit incident une fois dans l'amphi, hein, durant le cours, il a eu un incident avec un de ses compatriotes. Un de ses, un de ses compatriotes. Et il y a eu un petit incident, donc à la pause, et il fallait un petit peu euh, le faire sourire un petit peu. Bon, il y avait une certaine petite, très modeste complicité entre l'élève que j'étais et le professeur qu'il était. Donc, bon, une petite anecdote comme ça, comment dire, on a joué une petite bousticha, il a souri, il avait compris, il était très fin. C'est un artiste de la langue française, de la langue anglaise et du droit international des affaires. C'est un artiste et il jongle avec le droit musulman des affaires. Ben, il m'a raconté ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, etc. Donc, il m'a parlé un petit peu de la qualité, du niveau de la pratique du droit international des affaires en Europe, en Amérique et en Afrique. J'étais surpris qu'il ne soit pas absent. Mais en mentionnant le nom d'Emmanuel Daponko, c'est pour dire à la Commission de l'Union africaine, qu'ils sont en train de faire du mal, de faire un très grand mal aux nations et peuples africains. Donc, probablement que je vais revenir sur des aspects un peu plus en détail. Détail en plus de ce que j'ai demandé à l'Union africaine. Bon, donc les mesures de performance de l'Afrique continuent, le PIB, le PNB, l'indice de pauvreté, l'indice du génie en Afrique, tout ça c'est du pipeau en Afrique. Il faudra mesurer la qualité et le niveau de vie ou le développement de l'Afrique par des indicateurs de perception. Comment on les sent, comment, comment on les voit. Bon, dans les demandes que j'ai adressées à la Commission africaine, il y a l'apport de la révolution algérienne. Nous sommes et nous devons redevenir très fiers de la révolution algérienne. Elle est universelle. Et c'est avec cette révolution que nous devons redorer notre blason en continuant à agir et à réagir dans cette dignité des Algériens, dans la dignité actuelle. Là, les Algériens ont traversé une dépression économique en temps normal, c'est-à-dire sans manifestation, sans histoire d'élection, etc., sans sensationnalisme judiciaire, les Algériens auraient explosé toute l'Algérie. Elle était tellement affreuse que Dieu merci. Mes compatriotes en sont sortis sains et saufs. Mais il faut faire attention à l'avenir. Parce que les conséquences d'une dépression économique, je ne dis pas une récession, hein, une dépression économique. Parce qu'une récession, elle a sa définition. Une dépression, c'est comme une dépression nerveuse, là. J'ai demandé l'inclusion dans la Charte des droits de l'homme et des peuples africains, le concept de crime et guerre contre les civils. Un concept introduit par Hussein Ahmed. Le travail de Hussein Ahmed au niveau international est loin d'être fouillé. Vous avez une petite présentation rapide de ses actions, même quand il était en prison à l'île d'Aix. Ce qu'il a fait est un travail, premièrement, de titan. Deuxièmement, il a prouvé que le travail de Hussein Ahmed a prouvé que Hussein Ahmed était plus qu'un révolutionnaire, c'est un utopiste, c'est un génie. Il dit, je n'ai jamais rencontré de ma vie Hussein Ahmed les yeux dans les yeux. Jamais, je l'ai vu une seule fois
de loin à Alger. Point, c'est tout. Mais entre moi et Hussein, il y a une relation d'un autre ordre. Comme ma relation à Lounas Matoub, et d'un autre ordre. Donc, voici mes chers compatriotes d'Algérie et de toute l'Afrique, quelques explications, quelques éclaircissements. Je sais que c'est très complexe. C'est très complexe. Et actuellement, les enjeux internationaux sont affreux. Les Algériens doivent agir. Les Algériens doivent agir toujours dans ce style dans cette paix, dans cette dignité patriotique, avec des actions simples, claires, efficaces. Exemple, les prochaines élections législatives sur lesquelles je vais intervenir. Et dès à présent, les Algériens doivent participer massivement. Je le dis. Après, je vais argumenter, je vais fournir des preuves, peut-être même avec des mathématiques, qu'il faudrait y aller vers les élections législatives et éviter les catastrophes des boycotts, des boycotts et de l'abstention. La Kabylie avec les 0% a été une 0% de participation. 0% de participation. Plus exactement un 0% de non-participation. Participation, avec 0%, c'est de la participation ou de la non-participation. On mesure la même valeur. Même s'il montre le niveau maximal de défiance envers l'État, il montre aussi le niveau de démission de la paix en Algérie. Mes chers compatriotes d'Algérie, تخبي لي دار بتدينيرو حقا برحقة في الأول تموت العاليت أكن العالي نتا كثمورة للدل وتصفرة براني تصفرة أمريكانيين كنديان هيدي تموت ويايت ويني وقدي قسنا الأمريكان ونديرين كومون ونديرين كيدول لي أمريكان فيزافي دي إيطاليين كيحملين تموت نسن. La conclusion, puisque pas mal, du moins, le sujet de la religion revient souvent en Algérie, qu'elle est dans mes prières. Énormément de personnes sont présentes. Ici, dans cette lettre, en priant Dieu de bénir mon action si elle s'inscrit dans le bien et la paix. Oui, سلامة ربي سبحانه. أي عيون ما اللي نخدمه إلى هنا تنريت موثيو. Et de la maudire et la rendre caduque dans le cas contraire. قال اسم نخص خبيث مسك مع الحمد لله ما ظل ما استغفر الله. نو ماشي مسك مع الحمد لله ما ظل ما استغفر الله. مسك ما وين يدنير إثمورتيو. هذا الباربية يديرنو أم كرسك ما أكثر مش داونا تمورتيو وهذا داونا قرب تمورتيو دي سيست مورتيو ما ظلما ما يصير ديت بالخدمة يحبس يدي في كله كاينة إتسيتيرا ينغ يجمع غور سيستر ديني أحبسك شي تبدا الصعوجات تبدا تخدم ضاين ديري أرجوك معها خير أرجوك معها خاطر نوقيلا كتشيني تنويض أين تخدم ضد العريض ألوغ كو ديريت دونك أحبس كي تيقارن كنيسينا ماكيافيل كوم elle dit c'est Machiavel normalement Machiavel c'est Machiavel je suis pas sûr Machiavel c'est Machiavel
Dieu nous a délégué une partie de ses pouvoirs. أنا نخدم بالخام، نخدم بالخام. طربيك زران دا شو العالي دا شو سديرين. Mais il dit voilà, allô Timothée, avec tout mon cœur, pour vous tous, avec tout l'amour que j'ai pour ma patrie et pour sa nation, سمح لي ما ظلمة، سمح لي ملاني مسلين ندير يدني. إيه حضرتي وكذا حمل على قوة بقى على خير.